Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'école est finie. Savoir et formation. Collection dirigée par Jackie Bayrou, 1939 à 2004. Michel Gault et Dominique Fablet. À la croisée de l'économique, du social et du culturel, des acquis du passé et des investissements qui engagent l'avenir, la formation s'impose désormais comme passage obligé, tant pour la survie et le développement des sociétés que pour l'accomplissement des individus. La formation articule savoir et savoir-faire. Elle conjugue l'appropriation des connaissances et des pratiques à des fins professionnelles, sociales, personnelles et l'exploration des thèses et des valeurs qui les sous-tendent, du sens à leur assigner. La collection Savoir et formation veut contribuer à l'information et à la réflexion sur ces aspects majeurs. Dernière parution. Alain Marchive, Un collège rare. Ethnographie d'une rentrée en classe de 6e, 2011. Valérie Barry, Identifier des besoins d'apprentissage. Fondements, méthodologie, études de situation, 2011. Jean-Luc Prade, Sociopsychanalyse et participation sociale. Études méthodologiques comparées, vol 2 2005 2010, 2011. Jean Chamy et Dominique Fablet, Coord. Professionnels de santé et analyse des pratiques, 2011. Séverine Collinette, La carrière de personnes atteintes de sclérose en plaques, 2010. Léo Thiersvidal, De l'ennemi principal aux principaux ennemis, 2010. Christiane Montandon, Pédagogie de l'interculturel à l'école primaire. Découvrir la langue de l'autre, 2010. Joël Gaillard, Comprendre la réclusion scolaire, 2010. Jean-Pierre Bigeault, Une poétique pour l'éducation, 2010. Hervé Cellier, La démocratie d'apprentissage, 2010. Didier Jourdan et Franck Pison, Tabac, alcool, drogue, la prévention au lycée, 2010. Valérie Barry, Dialectiser la recherche et l'action, 2010. Catherine Boré, Modalités de la fiction dans l'écriture scolaire, 2010. Christian Alain, La geste formation, 2010. François Auger. L'école est finie. Préface de Philippe Mérieux. L'Harmattan. Recueil du même auteur paru chez l'Harmattan. Lumière cachée, 2007. Vigne, 2008. Le noyer seul, 2009. Le divan dans les arbres, 2010. Copyright l'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 021 6. EAN 9 782 296 550 216. À mon père. Le vrai miroir de nos discours est le cours de nos vies. Montaigne. Préface, Aventure pédagogique en milieu scolaire. Rien n'est plus ennuyeux qu'un emploi du temps d'enseignant, horloge bien huilée, reproduisant chaque jour les mêmes gestes, chaque semaine le même horaire, chaque année les mêmes cours. Rien n'est plus triste que les souvenirs amers de professeurs, égrenés à longueur de page, qui disent leur rancœur de ne pas avoir des élèves déjà éduqués, et pourquoi pas bien éduqués. Rien n'est plus alarmant que ces témoignages sur l'école, où la nostalgie ne débouche que sur la haine. Haine des pédagogues et des parents, haine du monde entier voué aux gémonies pour n'être point agenouillé devant le corps professoral. Rien n'est plus désespérant que ces ouvrages marquettes accent aigus pour un succès de rentrée qui désignent des boucs émissaires pour tous nos problèmes éducatifs et scolaires, exonérant leur auteur et leur lecteur par la même occasion de toute responsabilité. La dénonciation vaut ici comme une manière de s'innocenter et par la même occasion de s'exonérer de toute responsabilité présente ou future. Qui ne se sait pas partie prenante du problème ne peut être partie prenante de la solution. C'est pourquoi on est si content de trouver, à côté de ce flot d'ouvrages calibrés pour les polémiques qu'il suscite, un texte aussi merveilleux que le présent livre de François Auger. D'abord, parce que c'est un livre profondément humain.
Il ne succombe jamais à la tentation de l'effet et ne confond pas la formule qui fait mouche avec les mots qui sonnent juste. Il s'efforce à chaque instant d'être simplement, mais c'est la chose la plus compliquée au plus près du plus vif. De dire ce qui se trame dans la classe, au cœur de la relation pédagogique, quand un adulte, professionnel de l'enseignement, rencontre des adolescents et que, tâche impossible s'il en est, il leur demande de mobiliser leur liberté d'apprendre dans des situations contraintes et sur des objets imposés. François Auger sait la difficulté de l'entreprise. Il sait qu'on ne peut se débarrasser de la contradiction par décret, en enrôlant ses élèves dans une mécanique didactique volontariste ou en se mettant béatement à l'écoute de leurs aspirations, fussent-elles profondes. François Auger sait que c'est de cette contradiction que naît la conscience pédagogique, et l'inventivité aussi. Il sait que c'est ainsi qu'on peut transcender la routine nécessaire du fonctionnaire. Et sortir de la naïveté et de la désespérance à la fois. C'est pourquoi il nous offre, contre toutes les machines à caricature et à polémique, un véritable livre d'aventure pédagogique. Car dans ce livre, on trouve les deux réalités constitutives du vrai métier de professeur, les élèves et la culture. Les élèves évidemment. Des élèves concrets, décrits sans affectation. Ni anges ni démons, mais des êtres complexes à prendre comme ils sont, pour ne pas les laisser où ils sont. Des êtres à prendre au sérieux, jusque dans la résistance qu'ils nous opposent. Parce que c'est là, au quotidien et dans le moindre geste, que s'éprouve la volonté d'instruire et le choix d'éduquer. La culture aussi, ce livre est celui d'un homme qui vit de la culture. Pas seulement le livre d'un professeur qui doit transmettre une culture engrangée jadis pendant ses études, mais le livre d'un homme qui fait de la culture un moyen de penser ce qu'il vit, et d'éclairer la question même de sa propre transmission. Contrairement à tous ceux et à toutes celles pour qui la culture relève d'une transaction bancaire ou d'une complicité culturelle, François Auger a la culture chevillée au corps. Et c'est parce qu'il en est pétri qu'elle lui fournit des outils d'intelligibilité de son métier, comme des situations dans lesquelles il l'exerce. C'est parce qu'il la conçoit comme une manière de relier ce qu'il vit de plus singulier, avec ce qui est le plus universel qu'il a auprès de ses élèves, ce crédit, sans lequel nulle entreprise éducative n'est envisageable. Il faut faire crédit à François Auger. Son livre a d'abord cette vertu, il réinscrit l'enseignant dans le cercle du crédit. Sans concession, il montre jour par jour ce qu'est un professeur, un être animé par la passion d'apprendre. Pour lui et pour les autres. Indissociablement. Philippe Mérieux. Professeur à l'Université Lumière, Lyon 2. Septembre. Jour de rentrée pour les profs. Jour de rentrée pour les profs mais aussi pour tous les personnels du collège. J'ai l'impression de traîner les pieds, comme si, sans que je m'en sois rendu compte, le nombre des années s'était mis à peser pour de bon sur mes épaules. Je ne suis ni fatigué, ni épuisé, mais je ressens une certaine lassitude, en partie générée par le regard que les décideurs font passer à travers leurs messages saturés de propagande. Et pourtant ce matin, je suis arrivé en avance. J'étais le premier. J'avais perdu le programme de la journée, et je m'étais dit que l'heure de début était 8h30 au lieu de 9h. Se retrouver dans le silence de la salle des profs est un exercice que je recommande à tous. On y mesure les bienfaits de l'absence de parole, le calme est si agréable à goûter. J'avais sans doute besoin de ces quelques moments de solitude, pour m'installer doucement dans cette nouvelle année. Après les bonjours et les quelques embrassades d'usage, les rituels de rentrée ont repris le dessus. Dans les différentes réunions de la journée, il ne se passe pas grand-chose, tout est réglé à l'avance, ou presque. Ce qui est important, c'est de passer par cet itinéraire bien rodé pour se remettre dans le bain émollient des retrouvailles. Cette année est particulière. C'est une année de transition. Beaucoup de piliers sont partis à la retraite, souvent la larme à l'œil. Preuve s'il en est que nous exerçons notre métier avec une conscience et parfois une passion que nous n'osons que rarement avouer, réalisant avec une certaine douleur que désormais il leur fallait construire une autre maison où ils pourraient vivre une autre vie. On ne part pas de cette grande maison sans quelques dégâts psychologiques. Cette année est particulière. Nous allons intégrer de nouveaux bâtiments, un nouveau collège construit sur le même site. Après les vacances de la Toussaint si les délais sont respectés. Nous allons passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Oui, c'est une formule.
L'architecture peut beaucoup mais pas tout. En tout cas, nous serons plus au large, la température sera bien régulée, nous n'entendrons plus le cours d'à côté aussi passionnant soit-il. Du confort, mais quid de la pédagogie ? Mot qu'il faut éviter de prononcer dans le petit cercle des enseignants, au risque de passer pour un empêcheur de tourner en rond. Beaucoup de changements de surface. Dans les profondeurs, on verra plus tard. Cette première journée est toujours éprouvante. On ne fait pas grand-chose et pourtant, quand arrive la fin de l'après-midi, on se sent vanné comme si on avait fait les foins pendant une journée en plein mois de juillet. Mon fils au repas du soir me dit : « Dis donc papa, tu fais combien d'heures cette année ? 18 ? Non, je fais 20h30 car j'anime l'atelier théâtre et j'ai une demi-heure supplémentaire. » Les enfants sont moqueurs. Ils disent à leur père qu'il fait un beau métier car celui-ci lui laisse beaucoup de temps libre. 20 heures par semaine, ça laisse de la marge pour faire autre chose qu'enseigner. On peut flâner, se reposer, prendre du bon temps. La belle vie en quelque sorte. Les enfants sont terribles. Jour de rentrée pour les élèves. Jour de rentrée pour les élèves. C'est une journée à la fin de laquelle je ressors toujours éreinté, car c'est la reprise avec le réel, avec l'humanité de tous ces adolescents. Il est impératif de marquer son territoire, dès les premières secondes, après c'est trop tard et pour des années parfois. Difficile métier où il ne faut pas seulement avoir la tête bien pleine, mais également avoir compris et senti ce qu'est un groupe et les réactions qu'il peut avoir. C'est ce que m'avait transmis mon bon directeur d'études quand j'étais jeune stagiaire. Dès que vous entrez dans la classe, les élèves savent qui vous êtes, ils vous ont respiré, leur opinion est déjà faite, alors préparez-vous à ces quelques secondes décisives, sinon vous entrerez dans votre classe la peur au ventre et vous ne pourrez rien faire de bon. Il avait bien raison. Il ne faut pas ignorer ce rapport de force, naturel, sous peine de se perdre dans des tourments sans fin. Je suis professeur principal d'une classe de 4e. Je connais beaucoup d'élèves pour les avoir eus en 6e ou en 5e. Les premiers instants sont francs et chaleureux. Ils me connaissent et adhèrent à mes exigences. Calme dans la classe, respect envers autrui, être là pour progresser par le travail. Beaucoup d'imprimés sont distribués, en plus des livres et du fameux carnet de liaison dans lequel nous avons lu le préambule du règlement général, 2 mots-clés ont été commentés, citoyen et laïcité. Certains avaient une idée assez juste de leur signification. Mais je ne suis pas sûr qu'ils se rendaient compte que ces 2 principes étaient en train de perdre leur place dans l'école. Nous avons fait la photo de classe à la récréation, moment traditionnel qui fixe des visages souriants. Dans 20 ans, où seront-ils, qui seront-ils, que feront-ils, ces jeunes gens et jeunes filles encore insouciants ? Puissent-ils ne pas être devenus les esclaves de leurs aspirations pulsionnelles dans ce monde où l'on veut nous faire croire que tout est possible à partir de l'instant où l'on dit « je veux ». En rentrant à la maison, j'ai oublié le collège pour quelques petites heures. Je suis allé acheter une bouteille de gaz et j'ai passé la 2e couche de peinture, rouge basque, sur les volets encore en chantier. Cela ne m'a pas empêché de penser à mon travail du lendemain, et de gamberger sur la meilleure façon de motiver ces chères têtes déjà bien pleines. Mais chacun sait que la quantité n'a rien à voir avec la pédagogie. « Monsieur, c'est toujours le même directeur ?» m'a demandé un garçon tête en l'air. Et non. C'est un nouveau. Celui de l'an dernier et des autres années est parti à la retraite. D'ailleurs, toute l'administration a changé. Sic transit gloria administratoris. Bâtiment neuf, administration neuve, mais enseignant à la peinture rayée, à la motivation éraillée, à la santé fluctuante dans ce paysage au relief sans cesse érodé par le fait du prince. Cyrano contre le Cid. Ce matin, j'ai fait connaissance avec les autres classes, une classe de 4e et 2 classes de 3e. Les élèves bâillent, ils ne savent pas comment se tenir. Il faut dire que le mobilier scolaire n'a rien d'ergonomique, surtout pour les grands gabarits qui doivent véritablement ne plus en pouvoir à la fin de la journée. L'atmosphère est calme, chacun connaît les habitudes de la maison, alors pourquoi s'en faire et se poser des questions même si on est en 3e ? On aura bien le temps de penser à l'orientation et au brevet. J'essaie de les persuader du contraire. La torpeur est presque complète. J'insiste sur l'acquisition du vocabulaire. Ne laissez jamais passer un mot inconnu que vous lisez ou que vous entendez.
Dans mon discours de présentation de l'année, j'utilise fugace, dérogé, dyslexie, polysémie, indicible. Les cahiers commencent à se noircir de signes. Dans 3 mois, qu'en restera-t-il ? Je sais que l'humilité fait partie du métier d'enseignant. Il faut laisser des traces pour que le souvenir devienne de la mémoire à long terme. Ces premières heures de cours sont instructives, pour les élèves et pour le professeur. Cela ressemble à un échauffement avant la partie, pour de vrai. On se regarde, on se jauge, on mesure les effets que l'on produit sur l'autre. Après le questionnaire d'usage, sur leur perception du français, je leur propose, au 3e, des tests de grammaire. L'imparfait de l'indicatif est confondu avec le conditionnel présent, un grand classique, et la notion de phrase complexe n'est pas partagée par tous. Que se disent-ils alors ? S'enferment-ils dans un schéma de rejet face à ce métalangage qui les effraie ? Ou bien soupirent-ils en silence parce qu'ils ont entendu 1000 fois ces mots qui ne leur parlent pas ? L'obstacle de la langue, et d'une manière générale du langage, reste un écueil majeur dans la pratique du métier d'enseignant. Pour un nombre important de ces jeunes adolescents, les mots de l'école demeurent peu compréhensibles. Certains nagent dans un brouillard linguistique qui les isole. Ce n'est que récemment que j'ai réellement pris conscience de ce phénomène inquiétant. La déperdition lexicale, la rupture dans l'accès au sens. Comment devenir libre si le sens reste dans l'obscurité ? J'avais bien connaissance des travaux de Basil Bernstein, Langage et classe sociale, mais je n'avais pas réalisé suffisamment combien la langue est le véritable instrument du pouvoir. Sur les autres d'abord. Je présente une avant-liste des ouvrages que nous allons étudier. Entre le Cid de Corneille et Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, il plébiscite Cyrano. Pourquoi ? Je n'ai pas eu le réflexe de leur en demander la raison. Ils l'ont peut-être vu à la télévision, avec Depardieu dans le rôle-titre. Au moins 3 élèves n'ont lu aucun livre dans l'année qui vient de s'écouler. Le temps leur a manqué, ils regardaient sans doute Cyrano à la télévision. De la pauvreté. Fin de la première semaine. Tout n'est pas calé. C'est un passage obligé. Chacun cherche ses marques, les anciens comme les nouveaux, peut-être plus encore les anciens dont je fais partie. Mes dernières années d'enseignement s'annoncent peu engageantes. À tout point de vue. L'école est devenue une entreprise qui doit être rentable. Encore publique, elle vit ses derniers moments de liberté avant de devenir le lieu de tous les commerces. Avant d'être privatisée. Privée. Réservée aux privilégiés. Retour des privilèges, d'un ancien régime que l'on croyait disparu une certaine nuit du 4 août 1789. Le ministre annonce fièrement qu'il va développer des stages, gratuits bien sûr, de remise à niveau pour les plus faibles. En dehors du temps scolaire. On évacue les problèmes à l'extérieur pour ne pas troubler une paix déjà bien menacée. Non seulement les plus faibles, dans tous les sens du terme, devront primeur encore plus, mais encore ils seront rejetés parce que non normés. Tout ce qui devrait se faire dans l'école se fera désormais hors de l'école. Seuls ceux qui n'ont pas de difficultés pourront étudier. Les autres seront remis à niveau. Quel programme étourdissant d'humanité. Je pense à mes années de jeunesse, à mes débuts dans ce beau métier. J'avais demandé au principal de travailler avec des classes de CPPN, classes pré-professionnelles de niveau. Il m'avait répondu par la négative, me faisant comprendre que je n'avais pas été formé pour m'intéresser à ces jeunes vauriens. Première désillusion dans le fait de saisir une réalité formatée d'avance. Chacun devait être à sa place. Aujourd'hui, la situation est pire car les élèves sentent cette ségrégation. Ce que leurs aînés acceptaient avec une certaine philosophie, eux le vivent avec amertume, comme des écorchés vifs, et adaptent leur comportement à cette image noircie que l'on renvoie d'eux. Faut-il s'étonner que certains deviennent alors de véritables emmerdeurs, capables de déboulonner les plus chevronnés ? Ils se sont désinhibés, pour se fabriquer un personnage à la carapace opaque. Ils se sont coupés du monde en s'enfermant dans les mirages d'une technologie dont ils pensent qu'elle leur procure le pouvoir. Oui, sans doute, mais un pouvoir qui les éloigne un peu de l'humanité. Quand même, nous avons travaillé. Le vocabulaire, le lexique pour les pros. Dyslexie, épître, onomatopée, mandibule, polysémie, hémistiche, équinoxe. Dans ces moments-là, je retrouve l'énergie, la motivation, l'enthousiasme.
Comment les élèves reçoivent-ils cette avalanche de mots qu'ils connaissent peu ou pas du tout? J'ai la naïveté de croire que ces mots pourront les aider à se débarrasser de cette carapace qui les étouffe. J'ai la faiblesse de penser que c'est par la langue que beaucoup de situations nouées peuvent se délier. Il faut lutter contre l'école de la pauvreté, en déclarant la guerre à la pauvreté du langage. Nous sommes faits de mots qui ne demandent qu'à être dits et écrits. Trombine. Chacun souhaite le meilleur emploi du temps pour ses élèves, mais aussi pour lui. Je n'échappe pas à la règle, mais là j'ai failli répandre ma colère autant que mon incompréhension. N'entrons pas dans les détails. Mon propos était un aménagement, qui ne touchait à aucun autre emploi du temps. Simple. Eh bien non, je m'entends dire qu'il faut aussi arranger d'autres collègues. Soit. Complètement d'accord. Mais pourquoi ne pas valider une solution qui n'était qu'une astuce interne, et fonctionnait en complète autonomie? Bref, une autre solution est trouvée qui, somme toute, je le reconnais, est aussi bonne. Ouf! Ce n'est pas fini. Car le problème de l'horaire de l'atelier théâtre n'a pas été résolu. Résultat, des heures de cours vont sauter, les élèves viendront à l'atelier en manquant un cours, ces heures seront non irrattrapables. Apparemment, ça ne pose pas de problème. Comprenne qui pourra. Cette mauvaise humeur de ma part, un peu exagérée sans doute, vise à mettre en évidence que certains petits tracas évitables, additionnés peuvent être mal reçus, quand on sait qu'il y avait une solution, souvent plus aisée à prendre avant qu'après. En effet, tous les contraintes et paramètres étaient connus. Ainsi va la petite vie quotidienne au collège. Ailleurs, c'est la même chose, bien sûr, nous ne sommes pas privilégiés en la matière. D'une manière générale, il y a une réflexion importante à mener pour organiser la vie de tous au collège, élèves, profs, administration, services. Il n'y a pas encore de véritable questionnement sur les moyens et les méthodes qui pourraient faire que chacun travaille mieux, sans se sentir parfois désavoué ou ignoré, ou pis oublié. Le pli de la rentabilité a été pris. Les établissements doivent fonctionner selon les méthodes modernes de management. Mais au fait, quel est le produit que nous fabriquons? Est-il empaquetable, conditionnable, vendable? Sachez-vous vendre? Entend-on dans les bonnes émissions économiques? En avant la zizi comptable. Ah, le trombinoscope. Cette année, chacun adopte la photo de classe, faite en plein air de préférence, sur laquelle on greffe les noms des élèves ainsi que ceux des profs. Je trouve que c'est vraiment sympathique. Il y a quelque chose de désuet et de rassurant dans cette photo qui nous rappelle nos photos de classe, sauf que là, le prof n'est plus sur la photo. Pourquoi? Je l'ignore, mais c'est un signe fort d'un certain effacement de celui ou de celle qui a en charge l'éducation, au sens large, de tous ces jeunes adolescents. Les photos et leur contexte révèlent bien plus qu'un long exposé sur l'évolution d'une société. Sur les photos de ma génération, le professeur principal semblait accompagner ses élèves, tel un philosophe antique à l'expérience reconnue. Aujourd'hui, les adolescents sont seuls. Ils sourient, mais ce sourire n'est-il pas l'écho lointain de la sereine joie de leurs aïeux? Draconien mais pas trop. Acquérir du vocabulaire. Enrichir son lexique, pour faire chic. Que peut-il bien se passer dans une classe de 3e quand on s'embarque dans ce voyage? Que peut-il bien advenir dans la tête d'un élève qui pense que les mots, ces mots, se limitent à ceux qu'il échange avec ses amis, soit oralement, soit par SMS? Je reconnais avoir forcé la dose quand il s'est agi de définir alacrité, draconien, impavide, altruiste, ou encore philanthrope. Et je ne parle pas de prompt ou de prodigue. Bien sûr, tous ces jeunes adolescents connaissent des mots, ils ont un langage, une syntaxe, une visée expressive, souvent celle qui consiste à rester dans le code restreint. Ils pensent qu'il suffit de dire pour être compris. Je dois me battre pour leur faire entrevoir la fausseté de cette idée. Ce n'est pas facile. Changer ses habitudes langagières, c'est un peu renier une attitude, c'est accepter de reconnaître que son code n'est pas suffisant pour communiquer avec tous. Car l'enjeu est bien celui-ci, mettre en avant la nécessité de l'ouverture à la langue, aux langues, au langage. Il n'y a pas de vérité en la matière, chacun est libre de choisir sa langue et son langage, son rayon de parole. Mais la suite est moins réjouissante. Ce communautarisme linguistique enferme ses locuteurs dans une posture rapidement intenable, tant le cercle de ceux qui comprennent s'avère limité. Ils ont 14 ou 15 ans,
Comment leur transmettre l'esprit de curiosité envers leur langue maternelle? Comment les faire accéder à cette alacrité, vis-à-vis des mots et de leurs infinies combinaisons? Je ne le sais pas vraiment. Et plus j'avance, moins je le sais. L'exercice consistait à trouver là où les lettres manquantes, 3 ou plus, dans un mot donné. Beaucoup avaient trouvé le mot correspondant. Pour eux, le travail était fini, ne pas connaître le sens de draconien ne leur posait aucun problème. Le mot existait, ils l'avaient peut-être entendu dans le cours d'histoire de 6e à propos des législateurs grecs. Une hypothétique mémoire auditive pouvait donner l'illusion de la bonne réponse. Ne pas avoir l'idée d'aller au cœur du sens, rester à la surface caractérise une partie de cette nouvelle génération. Elle a des circonstances atténuantes. Depuis son plus jeune âge, elle a été entretenue dans le mythe de son invincibilité. La technologie l'a confortée dans cette direction. Le clavier et l'écran, les oreillettes étaient ses maîtres à penser, et le reste. Il faut voir comment ces jeunes gens auscultent un dictionnaire. Il semble parfois que c'est un objet qu'ils touchent pour la première fois, ou presque. Il y a un vrai travail de fond à accomplir avec eux, de façon tenace et compréhensive. Il ne faut surtout pas les laisser tomber en leur laissant croire que leur système personnel va les propulser dans les étoiles de la célébrité. S'ils savaient. L'humilité est sans doute une qualité indispensable du pédagogue, en même temps qu'une ferme conviction de sa mission d'éducation, au sens le plus humaniste du terme. Il ne faut pas avoir peur d'être exigeant. La princesse de Clèves. Ce soir, rencontre parents-professeurs. Présentation de la classe, des enseignants, des programmes et questions des parents. Premier constat, très révélateur mais qui ne me semble pas positif, tous les parents sont des parentes. Enfin presque. Il y a un seul papa pour assister à cette réunion qui concerne des élèves de 4e, classe dont je suis le responsable. On dit, professeur principal, cette appellation m'a toujours hérissé le poil mais j'ignore encore pourquoi. Et encore, l'enfant de ce père est venu me voir en me demandant si son père pouvait venir seul car ses parents étaient en instance de séparation. Les représentations en matière de responsabilité éducative seraient-elles si féminisées? Deuxième constat, un tiers des parents seulement est là, pour la plupart ce sont des parents dont les enfants ne présentent pas de difficultés particulières. On aimerait voir aussi les autres, ne serait-ce que pour échanger quelques mots simples, des mots de tous les jours, et ainsi initier un premier dialogue naturel plutôt que d'attendre le mauvais résultat ou le comportement répréhensible qui établira une relation initiale teintée de gris. Le défilé des collègues s'apparente à une mécanique bien huilée qui permet au public, clairsemé, de voir ou de revoir les binettes de chacun, d'enregistrer nos tics et nos manies, nos mots ou expressions récurrents, bref ce que nous sommes devant et avec leurs enfants. Chacun énonce ses exigences pédagogiques, sa façon de procéder dans le travail de la classe, présente le programme de sa discipline, et je dois avouer que c'est plutôt intéressant. Si j'étais parent d'élèves, je me dirais qu'il y a là des éléments culturels forts, que l'école de la République fait bien son travail. Cependant, est-ce que je me le dirais vraiment, alors que ce jour même le président de la République, en tant que chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran recevant le pape, parle avec insistance de la religion comme d'un élément indispensable dans la vie des humains, il faut bien comprendre par là dans la vie des plus jeunes aussi, alors que depuis 1905 une certaine loi a été votée, celle qui sépare les églises et l'État et instaure le principe de laïcité sans épithète du genre positive, ou encore ouverte. Notre école, déjà en difficulté de tous ordres, saura-t-elle se préserver de cette foi dont elle n'a surtout pas besoin ? Ce dont elle a besoin, c'est de s'ouvrir à la culture, aux cultures, à l'altérité. Quand le président vilipende la princesse de Clèves en disant en février 2006, il n'était pas encore président. L'autre jour je m'amusais, on s'amuse comme on peut à regarder le programme du concours d'attaché d'administration. Un sadique ou un imbécile, choisissez, avait mis dans le programme d'interroger les concurrents sur la princesse de Clèves. Je ne sais pas si cela vous est souvent arrivé, de demander à la guichetière ce qu'elle pensait de la princesse de Clèves. Imaginez un peu le spectacle. Eh bien justement, on n'aimerait pas imaginer le spectacle, celui d'une dépréciation de l'approche de la lecture et de la culture littéraire, ou scientifique, ou artistique. Ces signes avant-coureurs dessinent un projet pour l'école qui peut faire frémir. Certains parents ont évoqué le nombre d'élèves dans les classes,
qui s'approche parfois dangereusement du chiffre 30. Une maman institutrice, on dit professeur des écoles, a évoqué des classes de primaire à 29 élèves. Les préoccupations sont bien réelles, et pas seulement du côté des enseignants. Un ami, excellent connaisseur du système éducatif français, me rappelait qu'à la fin des années 60, l'effectif des classes maternelles, qui en était à leur balbutiement, frôlait souvent 50 élèves. Que de progrès accomplis depuis. Il ne faudrait pas que le mouvement inverse reprenne le dessus et que l'on se retrouve avec des classes bondées, ou pis, que sous prétexte de rentabilisation du système, moins d'enseignants, on en fasse disparaître, les maternelles par exemple. Je vais relire La princesse de Clèves. Conte du lundi. Les élèves bâillent sans vraiment s'en rendre compte, certains se couchent sur leur table, laissant leur tête ballottée comme un sac plein de sommeil. C'est l'effet lundi. Le samedi et le dimanche ont permis au corps de dilater le temps jusqu'à l'extrême. On s'est couché tard, on s'est levé tard, on a retrouvé le rythme anarchique des vacances. Terrible épreuve que celle du lundi. Il faut replonger dans la piscine des disciplines. Beaucoup boivent la tasse et s'ébrouent avec fracas quand le prof s'avise de leur dire que la récréation dominicale est terminée. Tout juste s'ils ne montent pas au créneau, pour me signifier que ça ne me regarde pas. Effectivement, ce qu'ils font en dehors de l'école ne me regarde pas, mais je suis bien obligée de constater que dans l'état où ils sont, ils ne peuvent pas être dans l'école. Alors il faut que je fasse mon petit numéro, mi-cabotin, mi-vieux sage, pour leur redonner un peu de vivacité et de curiosité. Ce n'est pas fait pour me déplaire. Il ne faut surtout pas en abuser au risque de créer l'effet inverse, une excitation qui déstabiliserait tout le monde. Je leur assène à propos de l'importance de leur année scolaire, c'est une classe de 3e. Vous savez, je suis dans le métier depuis plus de 35 ans et je peux parler un peu d'expérience. Tous les regards m'auscultent comme si je leur apparaissais soudain, comme un futur grabataire. Mais alors monsieur, vous avez au moins 60 ans. Je les rassure en leur disant que le chiffre est moins élevé. Ils arrivent à la somme de 55 et j'acquiesce. Je suis un vieillard quand même. Un vieillard pas encore valétudinaire mais qui ne va pas tarder à l'être. Je suis plus vieux que la plupart de leurs parents et cela les marque. Ils ont une certaine difficulté à saisir ces espaces entre les générations. Je profite de ce moment d'accroche pour attaquer le travail prévu et ainsi réviser avec eux des notions grammaticales. La phrase injonctive, la phrase complexe, la forme emphatique, la phrase nominale, la voix passive. Ils avaient à lire le chapitre de leur manuel intitulé « Révision grammaticale ». Les pauvres. Tout ce métalangage qu'ils ont entendu des centaines de fois, leur vrille les oreilles comme une sirène détraquée qui ne s'arrête pas. J'essaie de leur montrer que tous ces mots ont un sens dans la vie de tous les jours, mais que leur utilisation se fait souvent sous forme de périphrase. Donner un ordre, demander à quelqu'un de faire quelque chose, c'est une injonction. Les visages se décontractent, le langage codé a été décodé. C'est cela, le travail de la classe de français. Trouver la clé des messages abscons réservés aux seuls initiés des 10 codes d'or. Des mots, encore des mots, toujours des mots pour déchiffrer le monde et ses traquenards. Enseigner le français est une belle œuvre. Oui, je suis fière de mon métier car il m'oblige à refaire mes comptes chaque jour. Les paramètres et les variables, les coefficients des marées et l'âge du capitaine ne cessent de varier, comme la langue qui vit et se répand dans les veines vibrantes des êtres humains. La langue, notre seule issue pour entrevoir un monde meilleur. La parole pour aller à la rencontre de la philosophie. Celle de la vie banale d'un lundi sur fond de nostalgie ensommeillée. Le lundi au soleil, disait la chanson. Le lundi au sommeil, répliquaient mes jeunes adolescents de 3e. Ils n'avaient pas leur compte de sommeil. Certes. Mais pouvait-il en être autrement quand ils venaient d'avaler une journée de classe de 7 heures, et que le cours de français était leur dernière heure? Vous avez dit rythme scolaire? Bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est étrange. Spectacle. Monsieur, j'aime bien le français avec vous. C'est mieux que l'an dernier, vient me dire un élève de 4e à la fin du cours. C'est mieux que l'an dernier. Depuis longtemps, la publicité comparative est en vigueur. À l'insu de tous. Comment empêcher ces jeunes gens de comparer les uns et les autres, alors que dans la vie de tous les jours, tout est présenté en termes de concurrence et de marché à conquérir. Nous sommes devenus des marchandises consommables.
Bien sûr, ce jeune garçon était tout heureux de m'annoncer sa satisfaction. Lui aussi, à son insu, fonctionnait comme un consommateur en quête du meilleur rapport qualité-prix. Bien sûr, ce genre de propos peut faire se redresser l'ego. Mais après, que reste-t-il? On ne peut le nier. Le professeur est un acteur, conscient ou non de ce rôle qu'on l'a autorisé à jouer. Mais la différence avec l'acteur de théâtre est de taille. Son public est captif et non décisionnaire de sa présence devant la scène, l'estrade, le tableau. Comment est-il possible de jouer devant un public qui n'est pas là de son propre gré, même s'il est venu gratuitement? Alors il ne faut pas jouer, ou bien le moins possible, une scène qui n'est pas écrite car toute la dramaturgie de l'école se joue pour une grande partie dans l'improvisation. Que l'on ne se méprenne pas sur mes propos. Je n'énonce pas que l'enseignant improvise, qu'il arrive en ne sachant pas ce qu'il va entreprendre, qu'il ignore où il veut arriver, tout cela il le sait. On ne peut pas entrer dans la classe les bras vides de tout projet, de toute ambition, de tout dispositif, d'une quelconque préparation organisée et cohérente. La cohue et le brouhaha surgiraient alors de l'ombre tapis dans chaque cerveau adolescent. Je proclame ceci. Alors qu'un comédien ne peut se jouer du texte en jouant avec lui, il doit le jouer, l'enseignant ne peut se contenter d'énoncer son texte. Rapidement, il se retrouverait face à un public plongé dans la torpeur ou l'excitation. Le professeur doit sans cesse improviser pour la raison simple que le public réagit et se manifeste, et dans le meilleur des cas devient l'acteur de son propre apprentissage. Aussi la qualité principale du maître est l'art d'improviser à partir de sa partition, un peu comme dans la commedia dell'arte. Et cela ne s'apprend nulle part, dans aucun centre de formation aussi réputé soit-il. Même dans les stages les plus pointus où l'on fait du théâtre en s'inspirant des techniques d'Augusto Boal. Il faut passer par l'épreuve de la classe pour comprendre ce qu'est le travail en classe, le travail avec la classe. Un exercice exigeant, une remise en cause permanente, une interrogation incessante. Non, je n'exagère pas. Que ceux qui le pensent se regardent dans l'intimité de leur moi. Dans la classe, tous sont acteurs, ou plutôt tous devraient l'être. Célestin Fresnel l'avait bien compris. Aujourd'hui, dans cette tentative dramatique d'un retour à un âge d'or qui n'a jamais existé, on fait semblant de croire que l'autorité institutionnelle alliée aux recettes d'enseignement, et non d'apprentissage, les plus éculées, la répétition, le bourrage de crâne, les médailles, vont motiver ou remotiver des enfants qui ne comprennent pas la raison de leur présence au collège. Ils s'y ennuient et ne voient pas pourquoi ils travailleraient, tant ils ont d'efforts à fournir. Franchement, je ne voudrais pas être un élève aujourd'hui, surtout en difficulté. Je ne sais pas comment je réagirais. Il me semble que la vie d'un élève était bien plus humaine, il y a encore une trentaine d'années. Pour la simple raison qu'avant d'être un carnet de notes, il était avant tout une personne. Monsieur, je n'aime pas le français avec vous, c'était mieux l'an dernier. C'est pour bientôt. Je n'en doute pas. Lecture. Lire à l'école semble aller de soi. Semble, le mot est juste. On fait toujours comme si les élèves lisaient ce qu'on leur demande de lire. Erreur fatale. Si beaucoup d'entre eux dévorent des bandes dessinées, un faible pourcentage lit régulièrement. Les questionnaires à propos du français, que je fais passer en début d'année sont explicites. La lecture personnelle est le fait d'une minorité, certains allant même jusqu'à engloutir plus d'une cinquantaine de livres par an. Une de mes élèves en a lu 300. J'ai vérifié l'information auprès de ses parents, c'est la vérité. Je parle ici de lecture personnelle, de livres achetés, de livres empruntés au 401 ou bien au bibliobus, ou encore à la bibliothèque municipale, qui est gratuite pour les adolescents. Lorsqu'un élève lit les 3 ou 4 livres étudiés en classe, plus 1 ou 2 qu'il va présenter à ses camarades, on peut considérer que c'est un bon lecteur. Et je le dis en pensant que c'est vraiment bien. Quand on songe aux sollicitations qui agressent quotidiennement ces jeunes garçons et ces jeunes filles, c'est tout à leur honneur de faire l'effort de ces quelques lectures. Souvent dans les questionnaires, les élèves répondent qu'ils n'ont pas de temps à perdre pour justifier leur absence de lecture ou bien qu'ils n'ont pas que ça à faire. Il n'y a aucune amertume ni aucun jugement dans l'énoncé de ce constat. C'est ainsi, et il ne faut surtout pas se lamenter que l'on ne peut rien y faire. Car rien n'est plus faux. Si nous, adultes, étions dans ce monde d'adolescents, il y a fort à parier que nous réagirions à peu près de la même façon.
Ces jeunes gens sont en permanence branchés, au sens propre, à tout un réseau de denrées numériques. Quand je les vois arriver au collège avec leurs oreillettes enfoncées jusque dans leur cervelle, ils me font penser à des malades dans un lit d'hôpital que l'on a intubé et mis sous perfusion. Le monde extérieur est pour eux un monde virtuel, une espèce de monde à l'envers qui leur donne le tournis et parfois la nausée. C'est tellement plus confortable de se recroqueviller dans sa bulle sonorisée, au MP3. Quand la lecture survient, ou plus modestement l'intérêt au livre, il faut entretenir l'étincelle pour envisager qu'une flamme surgisse et éclaire la page imprimée. Fond d'écran est une nouvelle fantastique, de Pierre Bordage, que j'ai lue hier à mes élèves de 4e. Il y est question d'un téléphone portable dernier cri, il fait visiophone, qui capture les personnes qui apparaissent dans l'écran, on ne retrouve plus trace d'elles dans la vie normale. Un jour, le possesseur du téléphone voit apparaître sur son écran tous les visages grimaçants des disparus. Il sait que cela va être son tour. Je voyais les têtes attentives et les regards inquiets, dans l'expectative. Combien de lecteurs gagnés ? Impossible à dire. En tout cas, pas de lecteurs perdus. Pour le professeur, le défi est bien celui de ne pas jouer les désabusés, car le combat se déroule dans cet espace ténu entre le réel et le virtuel. Montrer que toute situation peut être source d'écriture, de littérature dans le meilleur des cas, est un indispensable passage pédagogique. Bien entendu, je ne vais pas utiliser toute mon année à leur lire des textes branchés. Donner l'envie d'ouvrir un livre, susciter le désir d'aller à la bibliothèque pour retrouver le livre et l'auteur présenté, voilà des attitudes de lecteur qu'il faut encourager sans réserve, plutôt que de se morfondre sur les adolescents qui ne lisent pas. Ils ne lisent pas ce que nous, adultes, lisons. Ils lisent beaucoup de BD, des mangas, des histoires type Harlequin pour les filles. Et alors ? N'est-ce pas la mission de tout éducateur de réfléchir à cette fameuse accent aigu éducabilité ? C'est plus facile de décréter que les élèves ne lisent pas, que de rechercher les attitudes pédagogiques qui les inciteront à devenir curieux de littérature. Et d'abord, les enseignants sont-ils des lecteurs ? La réponse pourrait en surprendre plus d'un. Pierre Bayard en a déjà parlé dans un excellent livre intitulé « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus », publié aux éditions de Minuit, collection Paradoxe. Je conseille sa lecture à tous mes collègues. Ils pourront peut-être parler de ce livre, qu'ils auront lu. Rodrigue, as-tu du cœur ? Dans sa nouvelle Le cœur révélateur, le grand Edgar Poe met en scène un narrateur qui trucide son voisin, un vieillard, puis le découpe en morceaux afin de les dissimuler sous les lames du parquet de sa chambre. Sur la plainte d'un colocataire ayant entendu un grand bruit, 3 officiers de police viennent questionner le criminel, sans le soupçonner particulièrement. Ils ne trouvent rien d'anormal dans l'appartement et la chambre. C'est à ce moment-là que le narrateur devient blême, car son ouïe exacerbée par la peur croit percevoir les battements de cœur du mort sous les bois de son cercueil fraîchement refermé. Sa folie lui dérègle les sens et le pousse à avouer aux policiers son crime horrible. Pourquoi raconter cette histoire qui a servi de support à un travail d'écriture sur le fantastique avec une classe de 4e ? Sans doute parce qu'elle me fait penser à quelque chose de moins littéraire, mais pour autant de bien réaliste, sans détour par l'irrationnel ou la folie. On est en train de découper en morceaux le corps de notre école, celle de la République. Le découpage se fait avec méthode et résolution. Ceux qui sont attachés à ce corps, il y en a encore beaucoup, entendent battre son cœur dans le silence de leurs pensées. Ils ne sont pas fous, ils savent que c'est la réalité, que des spécialistes de la productivité et de la rentabilité sont à l'œuvre et préparent une sorte de clone qui portera encore le nom d'école de la République, mais aura perdu son cœur, celui qui avait pour ambition de ne laisser personne sur le bord de la route. L'école maternelle est dans le collimateur du ministre, la petite section vit ses dernières heures, le jardin d'enfants n'est pas loin. Il paraît que faire bac+5 pour changer des couches, ce n'est pas nécessaire. Quand le général dénigre ses troupes et les traite par la dérision et le mépris, le cœur effectivement se meurt. Le cœur perd sa voix et son chant s'étouffe sous tant de notes brisées. Cela ne nous a pas empêchés de travailler avec cœur sur une suite de textes fantastiques qui se passent en Sologne. Claude Seignol, joli paronyme de Sologne, nous montre 2 pauvres êtres saisis d'effroi dans leur maison à la vue de la porte qui se secoue comme mus par une force diabolique.
Dans le vocabulaire trouvé par les élèves, notamment en explorant le dictionnaire des analogies, au mot peur, ils ont particulièrement apprécié couard, pleutre et apocalyptique. Jean-Yann, humoriste empli d'un désespoir joyeux, avait écrit dans les années 70 un livre remarquable intitulé L'Apocalypse est pour demain. Nous y sommes. Sauf si nous ne cédons pas à la facilité de cacher notre cœur sous des lames de bois. Cet après-midi, je suis allé à l'enterrement d'un cousin, dépecé par la maladie d'Alzheimer. Il est parfois des coïncidences troublantes. Il était boucher de son métier, un artiste de la découpe des bêtes. Il n'avait lu ni Seignol, ni Poe, mais il avait reçu dans ses années d'écolier une solide éducation et une instruction qui lui avaient permis de construire sa vie sans jamais se conduire en pleutre devant les difficultés. Oui, notre école est en difficulté, doit-on pour cela l'amputer de ses jeunes pousses ? Figure de style. Un élève de 3e qui n'a pas eu la franchise de me dire qu'il n'avait pas fait son travail, me répond avec une certaine acrimonie, qu'il est obligé de venir au collège. Je dois comprendre par ses propos, qui mettent en relief cette contrainte inacceptable pour lui, qu'il ne faut pas que je me permette de lui demander en plus de travailler. Je garde mon calme en lui expliquant ainsi qu'à la classe entière, qu'il se trompe de combat. Je ne suis pas le bon adversaire. Au contraire, je suis là pour que cette dernière année se passe dans les conditions les meilleures. Ce qui importe, c'est que vous progressiez dans votre pratique orale et écrite du français. Je sais les difficultés accumulées de certains, je ne vais pas en rajouter, je suis donc là pour vous encourager dans vos efforts, à condition bien sûr que vous ne vous contentiez pas d'en faire un minimum. Son exaspération semble retomber, il n'est pas convaincu pour autant par mes explications. Nous terminons un travail sur l'épreuve des questions de texte au brevet. L'une d'elles demande de dénommer la figure de style contenue dans la phrase « Il m'initia » comme un conscrit. L'énoncé pose un problème à tous, figure de style ne fait pas partie du vocabulaire qu'ils connaissent. Je contourne l'obstacle en mettant l'accent sur le sens de la phrase, en demandant à tous d'imaginer la scène et la relation existant entre le personnage représenté par il et celui du narrateur représenté par M'. Aussitôt un élève m'apostrophe. C'est une comparaison, monsieur. Je réponds très bien. Vous connaissez donc la réponse, ce qui vous pose problème, c'est la signification exacte de l'énoncé. Et pourtant vous n'ignorez pas le sens de figure ainsi que celui de style, c'est leur rassemblement qui vous bloque. Je formule d'autres remarques explicatives. L'atmosphère s'est détendue. Ils ont capté, c'est un de leurs mots favoris qu'ils savaient. Ce qui leur manquait, c'était la clé pour déverrouiller le langage de la grammaire qui, reconnaissons-le, n'est pas aisé. Faites l'expérience. Demandez à des personnes de votre entourage le plus proche ce que signifie figure de style et vous serez édifiés. Le travail du professeur de français, ainsi que de tous les autres enseignants, c'est de donner les clés d'accès à ce décodage d'un métalangage souvent peu accessible de prime abord. Il en va sans doute ainsi dans beaucoup de situations de la vie scolaire. Il y a quelques années, pendant l'étude d'un texte qui parle de peinture, un élève me lance avec un certain dédain que Picasso ne sait ni dessiner ni peindre. Le lendemain, je leur montre des reproductions figuratives de grande qualité. Tous s'extasient devant la perfection de l'artiste. Ils ne trouvent pas le nom de ce maître. C'est Picasso, leur dis-je. Ils n'en croient pas leurs yeux ni leurs oreilles. Comment un Picasso qui peint si bien les figures peut-il ensuite produire ces toiles qu'un enfant de 5 ans serait capable de crayonner ? Eh bien, il a changé de style pour envisager sa représentation du monde, sa conception des personnages. Il est passé du figuratif au cubisme. D'ailleurs, Picasso et Braque en proposent la même explication. Quand nous avons fait du cubisme, nous n'avions aucune intention de faire du cubisme, mais d'exprimer ce qui était en nous. Exprimer ce qui est en nous, n'est-ce pas ce qui donne sens à notre vie ? C'est dans un certain sens ce qu'a fait ce matin cet élève récalcitrant. À lui désormais d'aller plus loin en construisant son projet autrement que par un rejet de toutes les figures qui peuvent lui être proposées. À lui de trouver son style sans pour autant tomber dans l'absence de style. Entre les mots. Il y a le film de Laurent Cantet, Entre les murs 2, d'après le roman éponyme de François Bégodeau. On pourrait pasticher cette formule en inscrivant au fronton de la classe de français, entre les mots. Car c'est bien là que se joue le cours, dans l'espace délimité par les mots. Par leur signification,
plus souvent polysémique que monosémique, mais fréquemment singulière aux oreilles des adolescents. Celui ou celle qui n'a pas cette donnée en tête à chaque seconde de sa présence avec les élèves, se retrouve à coup sûr dans les ornières de la pédagogie. Pour un nombre important de jeunes adolescents, les mots de la classe se révèlent être des murs qui enferment, des barrières qui isolent dans un refuge aux parois sans signe ni symbole, sans peinture, sans lumière. Dans le journal local 3, daté du 25 septembre, une enquête fait état de 22% d'élèves d'école élémentaire ou de collège qui souvent ne comprennent pas ce qu'on leur demande à l'école, la question précise étant « En classe, est-ce que tu comprends toujours ce que l'on te demande de faire ?» Seulement 15% d'entre eux n'éprouvent aucune difficulté de compréhension. Je comprends toujours, les 63% restants ressentant ce phénomène certaines fois. Dans un cours récent avec une classe de 3e, nous avions travaillé sur le sens de mots comme subordonné, juxtaposition, coordination. Mon impression finale avait été bonne. Je pensais avoir débloqué une barrière métalinguistique en démystifiant des mots 1000 fois entendus par eux, mais qui bourdonnaient dans leur tête comme un frelon fou cherchant la sortie à l'air libre. Hier, je leur annonce qu'il y aura un contrôle sur ces révisions de début d'année. Panique générale. Mais pourtant, nous avons bien travaillé sur les subordonnés ? Oh. Non monsieur, on n'a pas vu ça. Ma stupeur ? J'essaie de savoir le fond de leurs pensées. Ils reconnaissent quand même que l'on a bien vu ça, mais en fait ils n'ont pas bien compris, voire pas du tout. Je reprends une énième explication que j'essaie de rendre différente, avec une autre approche. Je sens bien que ce ne sera pas suffisant. Entre les mots, il y a bien matière à enfermement linguistique. Je me fais humble dans mes prétentions pédagogiques. J'ai presque envie de me dire, à quoi sert tout cet attirail de nomenclature et de code ? À quoi ça sert vraiment ? Moment de fatigue passagère. Après tout, on peut bien vivre sans connaître tout ce fatras scolaire, tout ce langage qui veut tout nommer, tout désigner. Avec un vocabulaire de base, on peut se débrouiller. Affronter le monde hors des murs de l'école. Pas si sûr. Ne pas pouvoir nommer la chose, l'objet, la sensation, le sentiment, ne pas pouvoir développer l'idée que l'on a en tête ne facilite pas l'apprentissage. Je mets en parallèle le principal du collège avec la proposition principale de la phrase complexe, et les personnels travaillant avec lui comme ses subordonnés, d'aucuns diraient collègues, collaborateurs, qui de fait dépendent de son autorité institutionnelle. C'est plus clair ? Lorsque des images, des représentations concrètes émergent, le sens sourd petit à petit. C'est un détour indispensable pour ne pas se retrouver seul dans un désert didactique et pédagogique. C'est la définition de l'accompagnement. Être à la même hauteur que celui avec qui l'on est, mais en sachant où l'on va. Le pédagogue doit sans cesse réinventer sa parole. Elle ne peut être fixée dans le marbre. Sa vérité est dans sa recherche d'un chemin approprié, jamais certain, toujours espéré. Elle est une tension entre deux rives. Sa coulée existe à ce prix. 1. Augusto Boal, 1931-2009. Il a écrit Le théâtre de l'opprimé, 1977, qui contient sa théorie d'un théâtre social et militant. Le spectateur de passif devient actif. Il est un citoyen pour qui le théâtre n'est plus une fin en soi, mais un moyen. 2. François Bégodeau, Entre les murs, Vertical, 2006. 3. La Nouvelle République du Centre-Ouest. Octobre. Pas de parole sans pédagogie. Hier soir, je suis allée avec mon fils voir Entre les murs, le film de Laurent Cantet. 2 heures pleines qui passent très vite tant la qualité artistique est grande. Il est bon de rappeler que c'est un film et non un documentaire, ceci pour dissiper toute possibilité de malentendu. Il ne faut pas regarder le film en y cherchant une réflexion soutenue sur la pédagogie. Ce n'est pas le propos. Ici, on assiste à une sorte de joute verbale entre François Marin, le professeur de français de la classe de 4e 3 et ses élèves, qui composent un groupe plein de vie et de révolte. L'emploi de l'imparfait et l'autoportrait, avec le support du journal d'Anne Frank, sont les seuls éléments qui abordent le travail pédagogique. Non, le véritable enjeu est ailleurs. Il s'agit d'observer les rapports de force à l'intérieur d'un groupe constitué, une société, dont les lois sont écrites noir sur blanc dans le règlement général du collège Françoise Dolto.
Collège bien nommé puisque c'est la parole qui en est le personnage principal, parole qui échappe assez souvent aux élèves acteurs ainsi qu'à François. Entre les murs est un titre qui évoque l'enfermement. Les élèves sont effectivement tenus d'y demeurer plusieurs heures par jour et de n'en sortir qu'après le signal de la sonnerie. Mais c'est surtout la parole qui y est enfermée. Elle se cogne contre les murs de la classe quand elle ne ricoche pas avec violence dans la figure des interlocuteurs. Elle devient plus une arme antipersonnelle qu'un outil d'apaisement. D'ailleurs, le fameux mot de pétasse, prononcé dans un dérapage verbal par François, fait exploser la paix tendue qui régnait déjà. Le conseil de discipline exclut l'élève fautif, sans avoir vraiment résolu le contentieux, et l'année scolaire se termine sur un long plan fixe de la classe où les chaises et les tables de guingois suggèrent les échauffourées langagières des 9 mois précédents. Magnifique film donc, qui explore les relations humaines, la classe ayant ici valeur de laboratoire, ce qui ne devrait pas être, dans sa dimension la plus élémentaire, la volonté de s'imposer à l'autre. Car François commet beaucoup d'erreurs relationnelles. Il instaure un climat qui manque de clarté, se situant entre l'autorité institutionnelle radicale et le copinage. D'ailleurs, à la fin d'un cours, il convoque Kemba qui est particulièrement vindicative et récalcitrante, en lui demandant pourquoi elle n'est pas comme l'année passée lorsqu'elle faisait preuve de copinage avec lui. Ce mélange des genres a de quoi déstabiliser n'importe quel adolescent. Le film démontre parfaitement les précautions infinies à prendre avec les mots que l'on envoie aux élèves. Personne n'est à l'abri d'un dérapage. Il est hors de question de stigmatiser François plus que les images le font. La difficulté de notre métier est parfaitement mise en relief. Le maître doit d'abord l'être pour lui. Hors de cette discipline, il lui sera difficile de naviguer sereinement. François l'a bien compris, mais trop tardivement. Il a déclenché des réactions en chaîne qu'il ne contrôle plus même s'il essaie de dissuader ses collègues de voter l'exclusion de Souleymane. Il est trop tard, la machine ne peut plus s'arrêter. S'il y a eu une grosse gaffe de faite par François, c'est certainement lorsqu'il prononce le terrible « limité » pour évaluer le niveau scolaire de Souleymane, et qu'après ce mot lui est rapporté par les délégués de classe. Quel adolescent accepterait d'être jugé ainsi ? Quand l'affectif et l'émotif occupent trop d'espace, il n'y a plus de place pour le travail en classe, pour l'enseignement, pour la pédagogie. Pour accompagner l'enfant, il faut lui donner une place, sa place, celle d'un adolescent qui ne doit pas obéir à ses pulsions primaires, mais qui doit appréhender l'activité de l'école avec des outils autres que ceux des rapports de force. Quand il n'y a plus la médiation du savoir, c'est ce qui se passe dans et hors les murs de l'école. La loi du plus fort est toujours la meilleure. La grande force de l'école de la République, c'est de s'être bâtie sur la devise « Liberté, égalité, fraternité ». L'éducation et la culture doivent investir massivement les murs des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Cela n'exclut pas la dimension humaine et émotionnelle, mais celle-ci ne doit pas se construire sur un terrain sans assises éducatives au risque de tomber dans des ornières blessantes. Philippe Mérieux, voici quelques années, avait dit ceci parlant de la relation maître-élève. Il ne faut plus travailler face à face mais côte à côte. C'est exactement ce qui ne se passe pas dans le film. La classe est un affrontement permanent, un champ de bataille où chacun perd son identité, le maître n'enseigne plus vraiment, les élèves n'apprennent plus vraiment. Il n'empêche qu'Esmeralda stupéfie François en lui citant Socrate, qu'elle a découvert grâce à sa grande sœur qui fait du droit et a lu La République de Platon. Quand même, cela semble un peu téléphoné. Reste la vérité des personnages, qui sont les archétypes d'une société dans laquelle l'individu a oublié qu'il ne pouvait pas exister sans les autres. Les mots de l'école ne sont pas faits pour diviser, ils sont faits pour rassembler autour d'un projet de travail émancipateur. Quand chacun aura compris cette urgence, les hostilités cesseront. Entre les murs et hors les murs. Une journée ordinaire. Levé à 6h15. Arrivé au collège à 8h. Quelques bonjours rapides échangés dans la salle des profs. Sonnerie. Début des cours à 8h05. 2 heures avec la classe de 3e B, je sens très vite que le cours va être intéressant. Nous travaillons sur l'autobiographie. Quelques incipides de romans qui évoquent pour la plupart la naissance de l'écrivain, servent de support à un travail écrit qui consistera à imiter un des auteurs, Pagnol, Chateaubriand, Stendhal, Cavana, Yourcenar, Mauriac. Pagnol et Yourcenar sont plébiscités.
Pagnol est connu de tous, grâce aux films tirés de son œuvre. 2 élèves seulement ont lu La gloire de mon père. Marguerite Yourcenar séduit plus les filles, c'est la seule écrivaine citée, et son incipit trait généalogique et géographique représente un canevas bien repérable comparé à Pagnol qui pose la Provence en protagoniste incontournable. Bref, chacun se sent motivé, y compris les plus rétifs à l'écriture. Je suis de bonne humeur. Très important. Ce qui a permis l'allant d'écriture, c'est un paramètre essentiel que j'ai modifié dans les consignes. Il y a possibilité de s'inventer un lieu de naissance rêvé, une généalogie imaginaire. Autrement dit, on peut faire de l'autobiographie sans parler de soi pour de vrai, presque une imitation dans l'imitation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.